Bonjour. Rétropédale. Bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau live. Ici, c'est la chaîne du coup de podcast ou sexiste. Et je suis Audrey Royer, votre hôte. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Vanessa Santogne. Bonsoir, ravie d'être là, au micro et à l'image, avec Audrey. On va parler pendant 1 heure là, donc c'est une nouvelle saison. On a commencé la saison 6 le mois dernier avec Clémence Gachet. Du coup, mon associée, on a parlé d'entrepreneuriat et de sexisme dans l'entrepreneuriat en disant ce qu'on avait pu vivre depuis qu'on a commencé à entreprendre ou dans nos activités professionnelles. Et Vanessa, du coup, va nous dire son activité dans pas très longtemps. Et je me suis dit que ça, par rapport à son métier, à sa casquette, que c'était intéressant de parler du plafond de verre et du plafond de verre surtout qu'on peut se mettre, nous, en tant que personne, en tant que professionnel, dans tout un tas de sphères, mais ici, particulièrement professionnel, je pense, on va aborder aujourd'hui. Voilà, donc, on vous regarde dans le chat si vous avez envie de commenter au fur et à mesure. On vous regarde et je vais du coup commencer par te laisser la parole et pour te présenter. Merci Audrey. Alors, je reprends, Vanessa Santogne, et moi je suis coach professionnel, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes, les équipes, les organisations qui ont un souhait de changer. Et je vais parler que du changement aujourd'hui, parce que on va en parler beaucoup avec le sujet que tu nous proposes aujourd'hui. C'est comment, quand j'ai un objectif, que ce soit de performance, d'évolution, de développement, je peux activer ce changement-là en me connaissant mieux. Et notamment en travaillant sur les freins et les propres limites qu'on se met seul, parce c'est ni bien ni mal. Tous, on a des freins, des limites et des croyances qui conditionnent des comportements, des pensées, des façons de ressentir les situations. Donc le coach, il vient pour lire tout ça et travailler avec les personnes, les organisations, les équipes pour changer cette façon de faire. Est-ce que tu as dit, du coup, à qui tu faisais ces accompagnements-là ? Non, je ne l'ai pas dit, merci. Moi, je travaille beaucoup avec les dirigeants, les managers, les personnes publiques. En fait, toutes les personnes qui ont un rôle de leader, soit parce qu'ils inspirent, soit parce qu'ils occupent la sphère publique, soit parce qu'ils doivent embarquer des équipes. Parce que je trouve que c'est là qu'il y a des leviers, des multiplicateurs. C'est-à-dire que quand ces personnes-là changent, elles embarquent un changement positif autour d'elles. Et moi, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me plaît. C'est ta raison d'être, d'inciter au changement des personnes et de la société. Ouais. C'est vraiment ma raison d'être, parce que moi, la phrase que je me répète beaucoup, celle de Gandhi, c'est « Sois le changement que tu veux pour le monde ». Et donc, je suis profondément optimiste et je sais que malgré le climat morose, on peut tous agir et changer à notre échelle, et que tous ces petits changements contribuent à un changement beaucoup plus grand. Super. Trop cool, merci beaucoup pour cette présentation. De toute façon, tu nous diras progressivement tout au long de ce live et de cet épisode comment est-ce que tu coaches et c'est quoi tes techniques, comment est-ce que tu fais pour que les personnes se rendent compte de certaines choses. Et j'ai même envie de commencer en disant que ça a commencé par moi et que cette idée d'épisode m'est venue parce que je suis en accompagnement avec toi depuis quelques mois maintenant, je pense depuis février, mars. Ça, on est pas loin d'une dizaine, on approche les 10. Ouais. Donc vraiment, il y a eu beaucoup de chemin parcouru, je trouve, et lors de notre dernière séance, il me semble, je continue de me dire cette phrase qui nous suit malgré tout le travail depuis le début de l'accompagnement mais pour qui tu te prends ? Donc pour resituer un petit peu début d'année, en fait, j'ai été invitée par Viastel à faire des émissions sur l'entrepreneuriat, parce que j'ai développé une émission qui s'appelle Capsule, un podcast qui s'appelle Capsule, où je parle d'entrepreneuriat et je fais parler des entrepreneurs et des entrepreneuses pour qu'ils nous racontent leur parcours, tout ce qu'ils ont pu traverser. Et en fait, quand on m'a invitée, j'étais pas du tout contente de moi, et vraiment, je me disais...
il y avait cette phrase qui revenait très souvent dans ma tête, c'est « Mais pour qui tu te prends? Mais qu'est-ce que tu fais à la télé? Genre, et pourquoi c'est toi qui parles et pas quelqu'un d'autre, quoi ?» Et en fait, j'en ai parlé au détour de quelques messages à Vanessa et qui me fait « Bon, laisse tomber, tu vas venir, on va en discuter toutes les deux. » Et en fait, a commencé un accompagnement parce que c'est une phrase finalement que je me répète très souvent. Et on en a reparlé lors de notre dernière séance où j'arrive pas à faire certains posts et je m'autorise pas à faire certains posts parce que je me trouve pas légitime dans la création de contenu ou dans le fait de parler de mon expérience, de me mettre en avant encore plus que je ne le fais sur les réseaux sociaux, alors que j'en ai la volonté, mais il y a cette petite voix dans ma tête qui me dit non, reste à ta place, Audrey. Et du coup, je continue de travailler avec Vanessa sur ça. Est-ce que toi, tu as une autre vision de ce moment que moi, ou qu'est-ce que tu peux en dire? Ouais, j'ai une autre vision. Je vais te donner un peu les coulisses. D'habitude, je le fais pas, mais je vais donner des coulisses parce que ça peut donner des clés à tout le monde. En fait, l'autre vision que j'ai, c'est que moi, j'ai vu avant toi. J'ai vu au travers de ta façon de parler, de ta façon de voir et de vivre et de ressentir les événements et les situations. Moi, j'ai vu cette contradiction, ce paradoxe. Et encore une fois, quand je te l'ai dit, comme je te l'ai dit, on est tous plein de paradoxes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se juger en se disant c'est mal ou c'est bien, c'est n'importe quoi. Je défends l'entrepreneuriat, l'émancipation, et puis moi-même, j'arrive pas à m'émanciper. C'est normal d'être. On rencontre tous des situations comme ça paradoxales. L'important, si on veut évoluer, c'est d'en prendre conscience. Donc, si moi je t'avais dit, regarde Audrey, ça n'aurait eu aucun impact. Donc tout le travail, ça a été de prendre plein de chemins pour que toi-même, tu arrives à te dire « mais oui, c'est vrai ». Parce que là, tu vas te l'approprier et c'est à partir de là qu'on peut travailler sur le frein que tu t'es mis toute seule. Voilà. Donc le regard, c'était moi d'arriver à te confronter à ça, à ce paradoxe. Et ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que le rôle du coach, c'est aussi de le faire dans la douceur. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de venir en frontal et de te dire, voilà, mais c'est évident, c'est ça, parce que ça aurait pu produire l'effet inverse et tu aurais pu le refuser en me disant, mais moi, j'ai pas envie d'être brutalisée comme ça. L'idée, c'est d'aller à ton rythme. Mais une fois qu'il y a le déclic, moi, la vision que j'ai eue, c'est qu'il y a eu un déclic. Je l'ai vu dans tes yeux, je l'ai vu dans le... Voilà, et c'est là que ça va produire des effets. Ouais. On reviendra un peu parce que c'est dur de déconstruire toutes ces barrières internes et de s'enlever cet auto-sabotage. Est-ce que tu le vois chez d'autres coachés? Est-ce que tu le vois chez d'autres personnes un peu? Comment est-ce que ça se matérialise et comment est-ce que tu vas vers une personne en sachant qu'elle s'auto-sabote et en fait, comment on fait pour identifier qu'on s'auto-sabote? Alors, déjà, moi, je sais rien, en fait. La matière, c'est le coaché. La matière, c'est la personne qui demande à changer. Donc, en fait, je sais rien. Par moment, j'ai des intuitions et je vais aller explorer par un jeu de questions si c'est la bonne piste ou pas. Mais le point de départ, c'est un objectif. C'est pourquoi vous voulez vous faire coacher. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce qui serait mieux si vous changez? De quoi vous voulez vous débarrasser? Et c'est à partir de là qu'on va travailler... Soit parce que la personne clairement identifie les obstacles, je voudrais faire ça mais je n'y arrive pas. Voilà, j'ai l'impression d'être bloquée, je sais pas pourquoi. Et là on va travailler, on va aller explorer un peu, on va aller explorer le contexte, pourquoi là maintenant vous vous sentez bloqué. On va aller explorer peut-être des situations passées où la personne a réussi ou au contraire s'est retrouvée dans la même situation. Et moi, c'est mon regard extérieur et mon questionnement qui fait que je vais aider l'autre à cheminer. En fait, je vais essayer de mettre les mêmes lunettes que la personne a pour regarder le monde, parce qu'on se raconte tous des histoires. On est tous nés à un endroit, dans une famille, dans un pays, avec une religion, avec de la culture, avec une société. Tout ça vient nourrir l'expérience et fait que viennent s'engrammer dans le cerveau des choses qu'on prend après pour vrai. Des croyances. Des croyances. C'est ce qu'on prend pour vrai. Il n'y a pas de vérité, mais c'est ce qu'on prend pour vrai. Donc, on ne vient pas les remettre en question. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant de déconstruire. D'aller chercher ce qui a été pris pour vrai, qu'on ne remet plus en cause. Et quand on va aller questionner, que ça va devenir évident en fait, je ne sais pas pourquoi je pense ça.
Et est-ce que c'est possible de penser autrement? Ben ouais. Des fois oui, des fois non. Et des fois, les mécanismes aussi reviennent quand on n'est plus trop attentif. Non, non, parce qu'en fait, on fait par habitude, parce que c'est ce qu'il y a de moins coûteux pour le cerveau. Voilà. Et c'est pas forcément ce qui fait du bien. Je peux prendre l'analogie de la cigarette. Voilà. Ouais. On sait très bien ce que ça produit comme effet. On sait très bien qu'il serait meilleur d'arrêter. Mais c'est devenu une habitude, et c'est beaucoup plus coûteux de l'arrêter, l'habitude, que de la continuer. Bien qu'on sache que c'est pas bon. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait par habitude qui sont pas coûteuses, qui ne font pas du bien, mais on peut apprendre à faire autrement. Okay. Mais c'est coûteux. Ouais. Oui, c'est coûteux. Ça demande un effort. Mais il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice. Quand je vais sacrifier quelque chose, que je vais faire un effort, si je sais quel bénéfice je vais en retirer, je vais y aller. Et c'est tout le rôle du coach que de relier les sacrifices aux bénéfices. Ah oui, d'accord. Donc d'abord, tu montres peut-être, ou je ne sais même pas dans quel ordre, mais tu montres en fait que la personne pourrait arriver à dépasser ses peurs, arriver à dépasser ses croyances limitantes, en lui montrant en fait le monde qu'elle veut atteindre, ou elle, ce qu'elle veut atteindre comme idéal, son objectif. C'est ça. C'est pas si clair que ça. Hein. C'est-à-dire, oui, je vais arrêter de fumer, je vais être en meilleure santé. C'est le faux raccourci. C'est pas aussi simple que ça. Sinon, tout le monde arrêterait de fumer. Je veux réussir un marathon, il faut que je tienne un entraînement sur 4 mois. J'y arrive pas. C'est pas aussi simple que ça. Il faut aller chercher le bénéfice caché, y compris dans l'habitude qu'on maintient, qui nous fait pas du bien. Quel est le bénéfice caché ? Quand je fais ça, que ça me fait du mal, peut-être que j'évite de faire autre chose, mais c'est quoi ce autre chose ? Et c'est en décortiquant tout ça qu'on arrive à installer des nouvelles façons de penser, des nouvelles croyances, tout en gardant sa propre identité. On ne devient pas quelqu'un d'autre. Hein. L'idée, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est d'être aligné. Si je prends ton exemple, qui défend l'entrepreneuriat et l'émancipation, tu as ton propre frein, et à un moment donné, il va y avoir de l'inconfort. Il y avait de la dissonance, en fait. Il peut y avoir de la dissonance, en fait, quand je me mets des barrières. Ouais. Et tout le monde. Tout le monde. Là, on dit moi, mais... Mais si tu me rappelles le nom de l'entreprise que tu as créée, tu te souviens, on en avait parlé justement, qui s'appelle Sonance. Donc dans Sonance, voilà, il y a dissonance ou sonance. Quand ça résonne, c'est que c'est aligné. Quand c'est dissonant, on ressent de l'inconfort, on n'est pas bien. Et là, le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à retrouver de la cohérence. Donc, soit tu vas te maintenir dans ta croyance en disant, finalement, je reste sur... je vais faire petit, pour qui je me prends. Soit tu vas te déplafonner pour être aligné en plus avec ce que tu défends. Quelle est ton identité profonde, en fait ? Est-ce que c'est celle qui est toute timide et comme je t'avais dit en te provoquant, tu as raison, c'est de la merde, continue, fais en sorte que personne ne sache ce que tu fais, ou est-ce que non, tu as envie d'être aligné avec ce que tu C'est vrai que tu m'as dit ça et ça a résonné justement en moi. Et il y a une autre chose aussi qu'on s'est dit lors de cette séance, c'est est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie ? Oui. Est-ce que c'est le conseil que tu donnerais à ta meilleure amie ? Là, tu as fait quelque chose qui t'a fait plaisir, que tu trouves bien, que tu avais envie de faire, tu as monté un projet, tu as fait des choses, tu as envie d'en parler, mais surtout ne le fais pas parce que pour qui tu te prends. Est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie ? Et en fait, c'est un des trucs que j'essaie de dire à chaque fois que je me mets des barrières. Mais ultra dur, quoi. Bien sûr. Alors, c'est la prise de conscience est difficile. Et si on peut donner des conseils à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est à un moment donné... est-ce que vous dites oui quand vous avez envie de dire oui ? Est-ce que vous dites non quand vous avez envie de dire non, en fait ? C'est ça qui est important. Du coup, c'est... si on doit reprendre un petit peu et qu'on doit définir un peu les plafonds de verre, l'autosabotage, barrières internes, j'ai marqué plein de termes, et croyances limitantes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Dit ça. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je sais pas, on va prendre une situation classique, courante dans le monde de l'entreprise, que moi j'ai souvent vécu. Quand je travaillais dans la banque, quand j'allais en réunion en préfecture, il y avait 10 hommes pour 2 femmes. Systématiquement, en tour de table, j'étais entre 2 hommes, à ma droite et à ma gauche. Quand ça venait à mon tour, on sautait mon tour de parole.
Pendant longtemps, je me suis tue jusqu'à un jour, mais à l'intérieur, c'était un volcan. Je trouvais ça injuste. Je disais, mais c'est injuste. Et jusqu'à ce qu'un jour, je dise, c'est à moi de parler. Donc c'est là que je dis, à un moment donné, quand on ressent la dissonance, ça crée une tension à l'intérieur. Hein, c'est-à-dire qu'on peut afficher un beau visage, mais à l'intérieur, ça ne va pas du tout, quoi. C'est là qu'il se passe quelque chose. Est-ce que je me tais ou est-ce que je vais dire non, c'est à moi de parler. Il faut qu'on en prenne conscience du coup, parce que des fois on peut être énervé, mais est-ce que aussi la facilité, on parle de facilité depuis tout à l'heure, et de réflexe d'esprit, est-ce que c'est pas aussi de remettre la faute sur des choses extérieures, alors qu'on pourrait agir aussi à notre échelle, bien sûr, et on ne dit pas que tout est de notre faute, etc. Mais dans ce cas-là, tu aurais pu dire c'est la faute des hommes, ils ne me donnent pas la parole. En fait, ça va dépendre de l'histoire que chacun aura vécue. Ok. Voilà, si tu as été dans une famille où tu étais une fille et tu n'avais pas droit à la parole, tu vas te retrouver dans la même situation. Et si à un moment donné, c'est des situations qui t'ont permis de te sauver de quelque chose. Hein. Peut-être qu'en plus, tu étais timide, donc en plus, ça va bien. On ne te demande pas de parler, ça vient nourrir ta timidité. Enfin, c'est vraiment propre à chacun. Sauf que quand même, on est dans une société où il y a aussi plein de représentations. Et il y a à la fois... ça fait partie de l'expérience. Il n'y a pas que ce qui est transmis par la famille, il y a aussi ce qui est transmis par la société, les rôles dans lesquels... les rôles genrés. Enfin, on est encore dans une société où il y a des rôles genrés, hein, où il y a des rôles assignés collectivement au genre masculin et au genre féminin, et que parfois, on est beaucoup plus sensible à ces rôles-là, quoi, et on se conforme beaucoup plus. Mais il y a de l'histoire personnelle aussi. Donc, ça tombe bien que tu te dises ça, parce que justement, ça me fait faire le lien de pourquoi est-ce que j'ai trouvé que cette thématique était bien comme deuxième épisode. Parce que du coup, on a parlé de sexisme dans le premier épisode de cette saison 6, sexisme extérieur qu'on peut subir, mais il y a aussi du sexisme intégré qu'on n'arrive pas à déconstruire, parce que c'est toujours dur en fait de s'appliquer certaines choses. Tu as travaillé pendant longtemps dans tout ce qui est entrepreneuriat, sensibilisation à l'entrepreneuriat, clash tes stéréotypes, je me souviens, tu as pu faire ça avec EPA, tu as fait des études où pareil, vous étiez très peu de femmes, voire tu étais la seule à certains moments, voilà. En banque, tu lui dis, voilà, toute ton expérience en fait par rapport aux stéréotypes. Est-ce que dans l'auto-sabotage, il y a plus de sexisme, stéréotypes comme ça intégrés, ou est-ce que ça peut être de l'auto-sabotage un peu de tout genre ? Ça peut pas être purement de l'auto-sabotage. Enfin, oui, il y a les histoires personnelles, mais vraiment l'environnement y est pour beaucoup. Voilà. Et l'environnement, il est ce qu'il est. Il y a des environnements sur lesquels on ne peut pas agir. Vous arrivez dans une famille, vous ne pouvez pas agir sur le comportement des autres. La seule chose sur laquelle vous pouvez agir, c'est sur vous. La représentation que vous avez de vous-même, c'est-à-dire comment je me situe moi dans un groupe, comment je me situe dans l'entreprise, comment je me vois, c'est tout ce qui est l'estime de soi, la confiance en soi, l'image de soi, l'amour de soi, donc tout ça, c'est la seule chose sur laquelle vous pouvez travailler. Ok. Voilà. Sauf qu'on peut aussi collectivement, il y a quand même un rôle collectif à jouer qui est sur tous ensemble, changeons aussi les représentations de la société. Voilà. Si on parle de sexisme, voilà, donc les discriminations liées au genre, il y a un rôle collectif à jouer pour faire changer tout le monde, parce que soit seul, on va pas réussir à faire évoluer toute la société. Mais c'est jamais de l'auto-sabotage. On peut accentuer les choses, mais on est aussi dans un environnement et il faut en tenir compte. C'est un peu des enseignements de société qu'on nous inculque. Et là, typiquement, on nous saute la parole, ou mais pour qui tu te prends, il ne faut pas que tu te fasses trop voir. C'est quand même des stéréotypes vachement... et du sexisme, en fait, que peuvent vivre les femmes et d'autres personnes stigmatisées et discriminées. Il y a plein de choses qui peuvent influencer, mais c'est vrai que vous prenez quelqu'un qui est hyper sexiste, un homme ou une femme, peu importe,
il ne va chercher dans tout ce qu'il observe, il ne va chercher que ce qu'on appelle le biais de confirmation. Il ne va aller chercher et va porter son attention que sur les faits qui viennent le conforter dans ce qu'il pense, Donc, vous voyez, je sais pas, on va prendre une caricature, mais un homme, une femme lui coupe la route, et oui, encore une femme au volant. Quand un homme va lui couper la route, il va réagir différemment. Donc ça, c'est le cerveau qui nous trompe en permanence. Voilà. Et c'est tous les automatismes dont tu parlais tout à l'heure qui se sont installés parce que l'expérience, parce que l'idéologie, parce que je ne sais quoi, qu'il a été influencé dans un environnement et il s'est mis à penser comme ça et c'est intégré. Okay. Ça va très très vite dans le cerveau. Ouais. Hein. Il n'a pas le temps de se dire tiens, c'est une femme, donc c'est pas conscient. Ouais. Voilà. Donc il y a ça qui joue. Donc après c'est ça qui est dangereux dans le stéréotype. C'est qu'en fait, ça part d'une différence qu'on va faire entre le genre masculin et féminin. Et après, on va généraliser. On va généraliser, ça devient le stéréotype, et on va porter l'attention qu'à ce qui confirme le stéréotype. Okay. Et donc, c'est une boucle. Oui. C'est une boucle. Alors qu'on peut sortir de cette boucle, observer qu'est-ce qui est du fait, qu'est-ce qui est de mon propre jugement, et déjà, ça vient relativiser. Sur les faits, on peut être d'accord. Voilà, de dire oui, c'est une femme, elle m'a coupé la route. De dire encore une femme qui conduit mal, on commence à généraliser. Est-ce que, en termes de croyances limitantes et d'auto-sabotage, tu vois un peu des auto-sabotages différents selon les personnes que tu vas accompagner? Par exemple, si tu coaches plusieurs femmes, est-ce qu'il y a un auto-sabotage ou une croyance limitante qui revient assez fréquemment? Et chez les hommes, pareil. Est-ce qu'il y a d'autres croyances limitantes qui reviennent assez souvent et qui sont justement liées à ces stéréotypes Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on constate que... Mais encore une fois, je ne vais pas généraliser, je n'ai pas fait d'études, mais c'est vrai que les grandes perdantes de la discrimination et des stéréotypes de genre, ce sont les femmes. Ça, c'est un fait. C'est-à-dire que si demain, toutes les études montrent, les écarts de salaire, les évolutions de carrière, le choix de l'orientation, on voit bien que les grandes perdantes, c'est les femmes. Voilà. Donc, on gagnerait à plus de mixité, parce que ça permettrait de penser, d'avoir une mixité de pensée aussi, voilà, une diversité de pensée. Donc ça, oui. Après, dans une population d'hommes et de femmes, les autosabotages et les plafonds de verre, ils sont propres à chacun. Ouais. Il n'y a pas de généralité. Mais la façon de les déconstruire est quasiment toujours la même. On va aller chercher quels sont les schémas et les scénarios qui se répètent. Ouais. On va aller chercher les histoires qu'on se raconte, comment elles se sont construites pour les déconstruire et en construire une autre. Toujours en respectant l'identité. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre avec des valeurs. Il faut respecter ses valeurs, respecter... voilà, c'est important de respecter ça. Sinon, ça ne tiendra pas. Il y a un gros travail de connaissance de soi, en fait, et d'analyse de soi. C'est ça. C'est la prise de conscience, parce qu'il n'y a pas de changement sans prise de conscience. Hein. Si je te dis tu dois changer, si toi-même tu ne vois pas les bénéfices, pourquoi changer? Je ne vais pas aller faire un effort là où moi, je n'en ai pas ressenti le besoin. Et ça commence par la connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est aussi la connaissance de tous ces mécanismes invisibles, parce qu'ils sont très, très rapides. Mais qu'on peut rendre visible. D'où le plafond de verre. Hein. Le plafond de verre, pourquoi? Parce que c'est invisible. C'est un plafond invisible, mais qui peut devenir visible. C'est une image... c'est un joli nom, en fait, pour quelque chose d'un peu... pas cool, quoi, pour les personnes. Ici, on va parler de celui qu'on se met à nous-mêmes, mais ça peut être aussi d'un point de vue extérieur. Dans le cadre du travail, par exemple, on atteint un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller au-dessus de ça, parce qu'en fait, on nous met une chape au-dessus de nous et soit on nous empêche d'évoluer, soit il n'y a pas de possibilité d'évoluer, on est arrivé au maximum. Et en fait, le plafond de verre, c'est ça, c'est un mur qu'on n'arrive pas à traverser. C'est des étapes ou des stades qu'on n'arrive pas à passer, ouais. Ouais, mais on peut pour prendre ton expression d'auto-sabotage, c'est là que tout seul, on peut se mettre une limite invisible. Hein.
Et invisible parce que vert, donc ouais, c'est... Et oui, et invisible parce qu'on l'a jamais verbalisé. Mais moi, je vois des femmes que j'ai accompagnées en coaching qui minimisent ce qu'elles font, y compris dans leur façon de parler. Oui, c'était petit, un petit peu. Ouais. Voilà. Et là, c'est intéressant de s'arrêter et de dire c'est quoi un petit peu par rapport à quoi, ça serait quoi plus, ce serait quoi moins. Et c'est comme ça qu'on déconstruit aussi. Mais c'est souvent dans la façon de formuler, dans le langage, où on va repérer des mots qui viennent minimiser. Le un petit, le c'est trop grand pour moi. Ouais. C'est trop grand pour moi. Non, mais là, c'est trop grand. Y compris quand on dit, vas-y, rêve, qu'est-ce qui serait trop grand? Non, mais ça, je vais pas te le dire parce que c'est trop grand. Et c'est là qu'on sait que c'est là qu'il y a la limite. Ouais. Et que c'est intéressant. Une fois que ça a été dit, non, mais ça, je peux pas te le dire, vraiment, c'est trop grand. Et quand on commence à en parler, déjà même du mal à verbaliser. Hein. Non, je vais pas te le dire, c'est trop grand. Ouais. Voilà. Plusieurs fois au cours de ta carrière, tu as été amenée à accompagner des publics, alors plus ou moins jeunes. Et c'est pour ça que je vais te poser cette question-là. À partir de quel âge tu as vu qu'on arrête de rêver comme ça? Et c'est à partir de là, en fait, où on se met des limites, quoi. À quel âge on rêve moins? Les enfants, quand même, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ça peut être astronaute. Ouais. Mais ça peut être des métiers comme ça. D'expérience, encore une fois. Hein, c'est pas du tout appuyé sur des études. Mais d'expérience, déjà, au collège, on rêve un petit peu moins. Au lycée, plus du tout. Ok. Plus du tout dans le sens où, même quand on leur dit de quoi vous rêvez, ils comprennent pas la question. Ok. Voilà. Et quand on leur dit, mais quand vous étiez petit, vous aviez envie de faire quoi? Là, on arrive à retrouver, je voulais être pompier, ils arrivent à, pas forcément même à parler que de métier, mais ils arrivent un petit peu à se rappeler de à quoi je rêvais quand je m'amusais, voilà. Mais sinon, oui, collège et lycée, déjà, on commence à arrêter de rêver, soit parce que ça paraît inaccessible, soit parce qu'on nous a dit, non, tu feras pas ça. Moi, je prends mon cas personnel. Quand à 10 ans, j'ai dit je veux être vétérinaire, j'ai rencontré un vétérinaire homme en milieu rural qui m'a dit c'est pas un métier pour les femmes, de toute façon même si tu fais ça, personne te fera travailler. Ce jour-là, j'ai dit c'est pas pour moi. Et je suis jamais revenue dessus. Jamais. Jamais. Vraiment. Pour autant, j'ai pris une carrière, j'ai fait des choix où effectivement je me suis retrouvée en seconde, première terminale. À l'époque, c'était le bac E, maintenant je crois que c'est sciences de l'ingénieur. En 89, j'étais la seule fille de l'académie de Nice à passer ce bac-là. J'en ai chié, j'aimais pas ça, je sais pas pourquoi je l'ai fait, mais c'était mon orientation. J'étais la seule fille. C'était par rapport à ce que tu voulais faire plus tard? Non, on a décidé de mon orientation sur mes bulletins scolaires. On m'a dit, oui, filière d'excellence, tu vas aller là. Donc, ok. Ouais. Oui, mais filière d'excellence, la vision de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, on décide à notre place. Ouais. Pourquoi est-ce que un jeune continuerait de rêver déjà, alors qu'on lui pose pas la question, alors que quand il dit quelque chose, on lui dit non, c'est pas pour toi. Il n'y a personne qui te fera travailler, c'est ce qu'on t'a dit. Oui, tu te personne. Et qu'on décide à ta place, non, mais en fait, tu es excellente à l'école, donc en fait, tu vas faire ça. On ne pose pas la question. Quand tu oses dire quand même, on te dit non, et on choisit à ta place. Pourquoi est-ce qu'en fait, on continuerait de rêver? Oui, mais c'est toutes ces expériences-là qui viennent alimenter, justement, ces croyances. Parce que petit à petit, on se met à trier, on les intègre comme étant vraies. Ouais. Donc, dans notre monde à nous, c'est comme ça. Les femmes ne sont pas vétérinaires. Donc, dans mon monde à moi, c'était ça. Et j'ai éliminé plein d'autres choses. Et ça, après, on se construit avec ça. Hein. Et donc, à un moment donné, quand des opportunités se présentent, peut-être on ne les voit pas, ou on ne va pas les chercher, ou on les met de côté. Donc, après, quand on est dans le monde du travail, ça se traduit en d'autres freins et limites qu'on se met soi-même. Hein. On parle d'expérience, mais en vrai, c'est toutes les sphères qu'on va côtoyer qui font partie de notre vie. La sphère familiale, la sphère de l'éducation,
l'éducation culturelle. Parce que du coup, même à l'école, est-ce qu'il y a des méthodes de création et des méthodes de « allez, maintenant on rêve, il faut… voilà, c'est du par cœur. Vous avez tous été à l'école, donc je pense qu'on peut unanimement… à de rares exceptions, il y a des profs fabuleux qui le font, mais c'est pas généralisé encore. Donc, et on rentre facilement dans une case à l'école. Voilà, je peux faire le procès de l'école, mais c'est quand même le filtre par lequel tout le monde passe. Et on vous fait rentrer quand même dans des cases, quoi. Ouais. Mais on peut faire le procès de la société, même. Parce que tout à l'heure, on en parlait un petit peu avant ce live. Dont on fait partie. Moi, je véhicule aussi… Il faut être conscient qu'on véhicule tous des stéréotypes, malgré nous. C'est-à-dire que même quand on est vigilant, ça se glisse. Ouais. Ça se glisse. Voilà, faut juste en être conscient et pas prendre ça pour la vérité parce que c'est dangereux, quoi. C'est dangereux. Oui, de dire en fait c'est aussi une question de nuance et d'utilisation de vocabulaire, comme tu disais, de dire mais c'est ma façon de penser. Et en fait c'est pas de généraliser, de dire non mais c'est comme ça. Exactement. Et c'est tout le travail qu'on peut faire. Ça serait bien que ça rentre un peu dans toutes les sphères, que ce soit l'école, le monde du travail. Parce qu'ils prennent leurs racines très très tôt, les stéréotypes. Le rose et le bleu, les jouets, ce qu'on peut dire à un enfant, à un garçon, tu vas pas pleurer. À une fille, tiens-toi bien. Les filles, elles mangent proprement à table. Ça commence là. La discrimination, c'est-à-dire ce qu'on attend d'un garçon n'est pas la même chose que ce qu'on attend d'une fille. Même au niveau des jeux. Ah oui, rentrer dans un magasin de jouets. T'as le rayon fille et le rayon garçon. Et l'école, je sais plus si c'était avec toi qu'on en parlait, au centre des cours de récréation, il y a les terrains de foot, les terrains de basket, et en fait aux extrémités, il va y avoir la petite marelle pour les filles. Elles ont le moins, ça a été observé, l'espace est occupé majoritairement par des garçons. Ça, c'est des faits. C'est pas des interprétations. C'est si on analyse, la cour de récréation, elle est occupée comme ça, majoritairement par les garçons qui jouent à des jeux de ballon, etc. Et les filles autour. Voilà. Et quand on dit j'ai reçu le ballon, mais ne va pas embêter les garçons. C'est ça. C'est une réalité. Laisse les garçons jouer tranquille. Ne va pas les embêter. Donc, je vous conseille un super livre et podcast d'ailleurs, parce que c'est les deux, Les couilles sur la table, qui en parle extrêmement bien de ça et justement parle de les cours de récréation, toutes les statistiques et toutes les études qui sont faites à partir des normes des hommes. Par exemple, une femme a plus de chances de mourir lors d'un accident de voiture parce que c'est pas fait sur les normes des femmes, c'est fait sur les moyennes en fait d'un gabarit masculin. Donc en fait, une femme plus petite dans la moyenne des femmes et plus mince qu'un homme, peut facilement plus mourir dans un accident de voiture. Et même au niveau scientifique, après, quand on regarde les médicaments, tout est testé, ou tous les programmes, tout est testé sur des moyennes, des statistiques d'hommes. Et effectivement, en baigne, si vous regardez, vous allez dans les toilettes, vous allez sur toilettes hommes, toilettes femmes, où c'est qu'on met l'endroit pour changer les bébés. Pourquoi Pourquoi c'est assigné d'office aux toilettes des femmes. Si vous regardez, vous allez acheter des rasoirs au supermarché. Maintenant, vous avez les rasoirs bleus et les rasoirs roses. D'accord ? Donc, bleu pour les filles, rose pour la taxe rose. Et ils seront plus chers. C'est les mêmes, ils sont plus chers. Tout ça, c'est observable. Mais tout ça rentre dans le cerveau et s'imprime malgré soi. J'y suis sensible, tu y es sensible, tout le monde y est sensible. Même si on n'est pas d'accord, ça rentre. Et ça finit par influencer nos comportements. Donc, ce qui peut expliquer, là, je ne vais pas faire un raccourci, c'est parce qu'il y a des rasoirs roses que les femmes sont mal payées, moins bien payées que les hommes au travail. Mais tout ça, ça veut dire qu'il y a ça s'imprime. Ça s'imprime et ça conditionne des décisions et ça conditionne des comportements qu'on ne remet plus en cause. L'idée, c'est de s'arrêter et de dire, voilà, qu'est-ce qui a dicté cette décision-là ?
Qu'est-ce qui est du fait, qu'est-ce qui est du jugement, qu'est-ce qui est de la discrimination, qu'est-ce qui est de l'interprétation, et s'en tenir aux faits. Ouais, c'est dur. Hein. C'est là que ça va rétablir un équilibre. Et on a tous à y gagner. Hein. On dit que les grandes perdantes, c'est les femmes, mais les hommes aussi ont à y gagner, hein, si c'est plus équilibré. Hein. Bah parce que peut-être que dans certaines barrières, on parle de croyances limitantes de femmes depuis tout à l'heure. Croyances limitantes, plafond de verre, ne serait-ce que par rapport aux émotions. Là aussi, je vais dans les stéréotypes et dans la généralité et dans ce qui est du plus commun, mais on va dire à un petit garçon, dans la grande majorité, qu'il n'a pas le droit de pleurer, ou il faut pas qu'il fasse sa fillette, ou il faut pas plein de choses liées aux sentiments et à la compréhension de soi, parce que sinon c'est pas assez bonhomme, quoi. Qu'il faut être fort, et du coup on se prive aussi de tout un tas d'outils, enfin, ils se privent aussi de tout un tas d'outils qui pourraient être bénéfiques pour tout le monde, pour leurs équipes, même pour eux. Même pour eux. Compréhension de soi. En fait, le retour au corps, ce que les femmes savent très bien ou mieux faire, on va dire, pas très bien, mais mieux faire, parce qu'on nous coupe pas de nos émotions dès notre plus tendre enfance. Ben, en fait, ça crée plein de névroses et plein de choses chez les hommes, parce qu'ils se coupent de tout ce qu'ils ressentent, parce que c'est pas comme ça qu'on les éduque. Ouais, et le soi fort, il coupe beaucoup des émotions, et c'est en apparence qu'on est fort. Parce qu'en vrai, moi j'ai accompagné des dirigeants et des managers qui n'osaient pas dire non, donc qui ne savaient pas faire respecter leurs limites. Donc à un moment donné, travailler jusqu'à 20h, c'est pas forcément un choix, mais bon, c'est un trait très masculin que de se dire je travaille beaucoup, c'est une valeur d'homme. Voilà, on évalue, on fait une équivalence entre le temps de travail et la valeur du travail. Bon, ça c'est un autre débat, mais c'est beaucoup masculin. Ouais. Et pourtant, moi j'en ai vu beaucoup qui savent plus dire non, qui savent pas dire non, et qui disent oui alors qu'ils ont envie de dire non, mais ils se rendent même pas compte en fait qu'ils ont envie de dire non. Et c'est là qu'on n'est pas bien, quoi. Ouais. C'est là que on n'a plus de plaisir, c'est là qu'on va avec la boule au ventre au travail, c'est là qu'on a du mal à aller en réunion, c'est là qu'on a du mal à prendre la parole en réunion, c'est là qu'on a du mal à affirmer ses idées, voilà, en se disant, j'en ai vu qui disaient toujours, mais moi j'ai dit ça, personne m'a entendu, celui d'après il reprend l'idée, il le dit différemment. C'est une idée géniale, quoi. Et je parle d'hommes, je parle pas de sexisme, là. Mais je parle de... Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on assigne des rôles aux hommes et des rôles aux femmes ? Tout le monde se limite. Là, on va arriver, du coup, à comment on fait pour sortir de cet auto-sabotage. On va essayer de donner des tips. D'ailleurs, je vous vois dans le chat et je vous fais coucou. Mais si vous avez des auto-sabotages ou des croyances limitantes par rapport à vous, n'hésitez pas à nous faire un petit message et on en parlera à la fin du live. Là, on va essayer de donner un petit peu des tips. Comment on fait déjà pour identifier qu'on est dans des croyances limitantes ou qu'on s'auto-sabote ? Et quand on en a conscience, comment on fait en fait pour sortir de ces automatismes-là ? La première question, moi, que je vous inviterais à vous poser, c'est de regarder là dans votre vie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez changer ? Quelque chose qui ne vous donne pas complètement satisfaction, ou au contraire vous êtes bien et vous voulez quelque chose en plus ou de différent. Déjà, vous posez cette question-là. Et par rapport à cette question-là, où vous en êtes ? Est-ce que vous êtes proche de l'atteindre ? Est-ce que vous êtes loin ? Est-ce que vous voyez le chemin pour y arriver ? Ou est-ce que vous sentez un blocage ? Sans que vous ayez pu identifier le blocage, en disant je sais, je veux ça, je veux changer de boulot, je suis pas bien dans mon boulot, je veux changer de boulot, mais j'arrive pas à enclencher. Voilà. Est-ce que vous sentez un blocage ? Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est de noter aussi, quand vous y pensez, c'est quoi l'élan qui qui vous donnerait l'impulsion pour changer ? Et c'est quoi ce petit truc qui vous retient, quoi ? C'est quoi ? Est-ce que c'est une pensée ? Je suis nulle, j'y arriverai pas, c'est trop grand pour moi, c'est pas le moment, je suis pas prête, j'ai pas l'expérience, je suis pas formée. C'est quoi la pensée ? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous y pensez ? Mais vraiment dans le corps, vous fermez les yeux, vous dites voilà, j'ai la boule au ventre, j'ai mon corps qui accélère,
je suis pétrifiée, je transpire. Essayez de voir si ça provoque quelque chose en vous. Okay. Et déjà là, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et l'étape d'après, c'est d'essayer de prendre conscience qu'effectivement, vous avez envie de quelque chose, mais vous bloquez tout seul, quoi. Parce que là, il n'y a personne qui vous dit de ne pas le faire. Ça peut être des éléments extérieurs. Hein. Ça peut être, on m'a dit que j'étais nulle, que j'y arriverai jamais, et que vous prenez ce qui vient de l'extérieur comme vrai. C'est-à-dire que finalement, c'est les autres qui décident pour vous. Et le regard des autres. Le regard des autres. Tout le monde est sensible au regard des autres. Ceux qui vous disent « je m'en fous des regards des autres », c'est pas complètement sincère. Ouais. Voilà. C'est une différence de dire « je m'en fous des regards des autres ». C'est une autre chose que de se dire « ok, ça c'est leur regard, mais ça leur appartient. Je ne suis pas ce qu'ils disent de moi ». C'est deux choses différentes. On n'est rien sans le regard des autres. Hein. Vous allez sur une île déserte, vous êtes tout seul, vous n'avez plus de feedback de personne, vous ne survivez pas. On a tous besoin du regard des autres, sinon on n'existe pas. Mais c'est une chose de dire je m'en fous, et une chose de dire ok, il me voit comme ça, mais ça lui appartient, moi je ne suis pas comme ça, je ne m'identifie pas à ce qu'on dit de moi. Et puis en vrai, les personnes qu'on ne connaît pas, c'est une chose de dire bon ben je m'en fous parce que de toute façon elle me connaît pas, je la connais pas, voilà. Par contre, après nos proches, j'ai envie de dire il y a un problème si on s'en fout au bout d'un moment de leur regard et de peut-être ce qu'ils pensent de nous. Je caricature et je suis exprès provocante dans ce que je dis, mais demain ça voudrait dire qu'on s'en fout de faire de la peine à quelqu'un sous prétexte en fait que c'est son regard et ça lui appartient. Enfin, faut savoir doser je te rejoins en disant c'est pas vrai qu'on s'en fout du regard de l'autre parce que généralement on s'en fout pas quand on fait de la peine à nos proches ou quand je sais pas pour quelle situation, mais voilà, ne serait-ce que par les personnes à qui on tient, on a envie de paraître beau à leurs yeux, belle à leurs yeux, sympathique, on a envie de les faire rire, on a envie qu'ils soient bien dans leur vie, et donc du coup ça nous importe, quoi, ne serait-ce que des personnes qui sont dans notre cercle proche. On peut s'affranchir du regard des autres, c'est-à-dire que ça ne va pas venir nous impacter notre humeur, ça ne va pas impacter la valeur qu'on a de soi, l'image de soi. C'est s'affranchir du regard des autres. Ça passe par la connaissance de soi. C'est-à-dire que quand vous connaissez votre valeur, que vous savez ce qui vous anime, ce qui motive vos décisions, ce qui motive vos comportements, déjà, ça veut dire que vous n'allez pas vous assimiler à ce que l'autre dit de vous. Voilà. Ça lui appartient et vous pouvez vous en affranchir. C'est pas lui qui va déterminer ce que vous êtes, et c'est pas le regard de l'autre qui va faire votre valeur, et c'est pas le regard de l'autre qui va déterminer votre humeur. Ouais. Voilà. Mais ça demande effectivement une connaissance de soi. Et si on rapporte au sujet, c'est-à-dire que si à un moment donné, il vous semble que vous êtes victime d'une injustice parce que t'es une femme, donc, s'autoriser à le dire. S'autoriser à dire, je ne comprends pas là, je ne comprends pas. Si le postulat de départ, c'est parce que je suis une femme, que tout le reste s'enchaîne, je ne suis pas d'accord. Et comment nous on fait aussi si demain on a des enfants, pour éviter de leur mettre des croyances limitantes, comment on fait pour les aider à avoir des clés de compréhension d'eux? On essaie de le dire depuis tout à l'heure, mais de pas leur mettre non plus nos pensées sur eux. Comment on fait, nous, comment on peut agir aussi sur les autres? Là on essaie d'agir sur nous, ok, comment on fait pour les autres? Il peut y avoir plusieurs façons de faire. Déjà, si on est conscient de ses propres biais et de la façon dont on a été conditionné, même si on n'arrive pas à s'en affranchir, on peut quand même dire, voilà, c'est ma façon de penser, tu as le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Ne pas imposer. Voilà. Et ne pas imposer, ne pas brider un enfant. Une fille qui vous demande d'avoir des petites voitures à Noël, ou un garçon qui vous demande une poupée, ne pas éviter de juger. Éviter de juger. Si vraiment c'est trop dur pour vous, expliquez. Pour moi, c'est difficile parce que moi, quand j'étais petit, on me disait qu'est-ce que tu en penses? Donnez la parole. Pas le droit, ouais.
J'avais pas le droit. Enfin bon, après on peut faire tous les raccourcis. Ouais. Voilà. Moi, je raconte toujours l'histoire qui est vraie ou pas vraie, mais en tout cas, elle circule, du petit garçon dans la rue qui est avec une poussette et une poupée. Une dame s'arrête et lui dit tu joues à la maman, et il lui dit non, je joue au papa. Voilà. Donc on a tous des clichés, voilà, et d'en être conscient que c'est un cliché et d'ouvrir le dialogue autour de ça. Déjà, ça c'est une première chose. Quand on n'en est pas conscient, ça va être difficile. Ouais. Ça va être difficile. Après, t'impliques quand même un certain travail, quoi. Un éveil, d'être réveillé, au moins d'être réveillé, sans vouloir faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec nous, parce que c'est pas l'objectif. On ne tient pas la vérité, mais c'est d'être réveillé et d'ouvrir le dialogue dessus et de dire qu'est-ce que tu en penses, de pouvoir dire à l'enfant qu'est-ce que toi tu en penses. Si lui est victime ou témoin de choses, qu'il puisse en parler. Et chacun, il n'y a pas à tomber d'accord. Il y a juste à au moins s'exprimer et laisser la place et ramener ça aussi à du respect, parce que ça revient à pas respecter une différence. Hein. Ouais, complètement. Et pas respecter non plus la vie. Là, on parle, tu vois, d'enfants ou de jeunes. De pas dire, en fait, non, mais tu sais pas parce que tu n'as pas l'âge. Ou des choses comme ça. De s'éviter aussi de tomber, nous, dans ces stéréotypes-là, parce qu'on aimerait bien faire, mais au final, c'est là où, en fait, on commence à poser des limites et qu'on empêche de rêver des jeunes. Et c'est là que c'est plus difficile à déconstruire après. S'il y a eu une ouverture jeune, où on n'a pas enfermé dans une pensée, déjà on va moins s'y enfermer et ce sera plus facile après d'en sortir. Parce que, encore une fois, on baigne très très tôt dans les stéréotypes. Hein, dans les cadeaux qu'on offre, dans les couleurs, dans la façon d'habiller, dans le ton. Oui, c'est vrai. Hein. Ça, même notre posture, même le langage. Le corporel, la façon de punir. Enfin, ça transpire partout. Et encore une fois, il faut être bienveillant avec soi-même. C'est difficile de lutter au quotidien. Par contre, laisser la porte ouverte au dialogue. Parce qu'après, tout ça, on le ramène dans le monde de l'entreprise, on le ramène dans le monde du travail, on le ramène dans la société. Hein. Ouais. On n'est pas tous ouverts au changement, donc il faut aussi respecter. Et puis si c'est un combat qu'on a envie de mener, on le mène, quoi. Si c'est une vocation de dénoncer plus d'égalité au sens large. Ouais. Est-ce que tu aurais d'autres tips à nous donner ? Est-ce qu'on a fait le tour un petit peu de tout ce que tu avais à nous dire ? Il y a une chose que j'avais notée, au-delà des stéréotypes et d'ouvrir vraiment sur qu'est-ce que vous désirez vraiment, quoi. C'est ce qui doit vous guider. Et par rapport au désir que vous avez d'épanouissement dans la vie, de carrière professionnelle, d'accomplissement personnel, familial, sportif, quel est l'objectif que vous vous fixez, et regardez si vous vous mettez des obstacles vous-même, quoi. Ça peut être ceux de la société, ceux qu'on vous a transmis votre famille, votre milieu d'éducation, la culture, mais au moins se questionner et se dire si je me mets les obstacles moi-même, je peux les enlever, quoi. Ok. Et des fois c'est sournois, hein. Voilà, on peut mener un combat et pas être le bon exemple. C'est vrai. Et c'est ok. C'est à partir du moment où je m'en rends compte et où je vais être mieux mes actes, ma façon d'agir, ma façon de penser, y compris pour moi-même, c'est en accord avec ce que je dis aux autres, quoi. Super. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous conseiller, une lecture, un podcast, une vidéo, pour continuer de s'ouvrir à cette thématique-là ? Moi, je vous invite à suivre une sociologue qui travaille aussi sur la sémantique, qui s'appelle Martine Arino. Oui. De la suivre sur LinkedIn, parce qu'elle a le don d'expliquer de façon très très claire, très compréhensible, et de vulgariser le sujet et de le dépassionner. C'est-à-dire qu'elle est capable de prouver par des faits que les grands perdants, c'est les femmes, ce qui évite en fait de s'opposer, parce qu'on n'est pas dans un combat féminin-masculin, on vit tous ensemble, donc on a intérêt à s'accepter les uns les autres. Donc elle a écrit un livre, elle s'adresse beaucoup aux enfants, elle agit beaucoup dans les écoles,
et dans les entreprises pour travailler sur la diversité, l'inclusion et la mixité. Et j'ai découvert, juste avant de prendre l'antenne, un podcast qui s'appelle 13,9%, qui est tout jeune et qui a été mis en place par l'État, pour qui l'égalité, c'est quand même une grande cause, même si... Normalement, c'est un peu invisible encore. Je ne sais pas si vous arrivez... Est-ce que quelqu'un arrive à donner le nom de la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les discriminations. Donc, on est le 14 octobre 2025 pour ceux qui nous écoutent peut-être dans quelques temps. Et le gouvernement a changé 1000 fois cette année. Et là, il a changé il y a 2 jours. Et en fait, Vanessa me faisait le constat tout à l'heure avant le live que pas tous les noms n'étaient connus, dont celui de là où le ministre à l'égalité. Et que c'est devenu une ministre déléguée, donc c'est pas un ministère plein, voilà, alors que c'est une grande cause. La grande cause aussi de lutte contre les violences faites aux femmes, c'était censé être celui du quinquennat d'avant. Ça fait partie des axes sur lesquels le plan s'appuie, mais donc il y a ce podcast 13,9% qui est le pourcentage moyen d'écart entre le salaire homme et femme, qui dit qu'à partir, je crois, du 8 ou 10 novembre, on pourra considérer que les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin. Donc en termes d'émancipation, ça passe aussi par l'égalité professionnelle, avoir un travail, s'insérer, gagner bien sa vie, être indépendante économiquement. Il y a encore des progrès à faire. Déplafonner. Merci beaucoup pour tout ce live. Ça fait déjà 50 minutes qu'on parle. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Oui. Tu as vu, moi j'ai l'impression de speeder en disant pas mal de questions, en faisant pas mal de... Mais au final, on a dit pas mal de choses, je pense. On a donné pas mal de tips. Où est-ce qu'on te retrouve, et si demain on a des croyances limitantes sur lesquelles on souhaiterait travailler, comment on fait pour travailler avec toi? Alors le plus simple, c'est LinkedIn avec mon profil Vanessa Santogne, et je m'adresse à la fois aux dirigeants, aux managers, mais aussi pour un travail individuel, mais aussi un travail d'équipe, parce que pour transformer une organisation, faut travailler à plusieurs, et c'est une volonté dans une entreprise que de parler d'égalité, de mixité. Et ça commence par la première équipe d'une entreprise qui est soit son conseil d'administration, soit son comité de direction. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut être cohérent, qu'il n'y ait pas de dissonance et exemplaire pour que ça diffuse. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont ce sujet à cœur, qui ne savent pas forcément comment le traiter. Et via du coaching d'équipe et d'organisation, c'est possible de reprogrammer un peu les façons de penser. Et moi, je suis trop contente de t'avoir accueilli une nouvelle fois dans ce podcast. Oui. Je pense que c'est quoi, la 3e fois peut-être qu'on parle au micro ensemble. La première fois, c'était sur Podcast ou Sexiste où on parlait d'égalité. Ça remonte. C'était, il me semble, la première saison. Ensuite, on a fait Capsule. On a parlé de ton entrepreneuriat et comment tu en es arrivé à te lancer. Et là, maintenant, aujourd'hui, donc je suis vraiment ravie. Et d'autant plus que j'ai vu comment est-ce que tu travailles. J'ai suivi ton coaching et je te suis aveuglément quand tu me proposes des exercices et des nouveaux moyens de travailler sur moi. Et vraiment, ça a marché. Je trouve que je me connais mieux, que j'arrive mieux à poser des mots sur pas mal de choses que je peux ressentir, sur mes valeurs, sur ma mission de vie, sur ce qui est important pour moi, sur plein de choses. En fait, j'ai vraiment appris sur moi, et même si c'est un travail qui est long, même si bien sûr les croyances limitantes, en fait c'est dur de s'en détacher. Bien sûr. Déjà le fait de se savoir, et ça a été un de tes tips, le fait de se connaître mieux, ça nous aide à les déconstruire, et quand on sait qu'on n'est pas en accord, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, et au bout d'un moment c'est avec un nouveau mécanisme et une nouvelle habitude en fait qu'on dit non mais en fait ça va pas, mais
ce travail-là, on le fait avec toi. Et je te recommande grandement, si vous souhaitez faire un accompagnement pro avec Vanessa, vraiment, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour la recommandation. Et tout le monde a le pouvoir de changer. Tout le monde. C'est pas une question de catégorie sociale, c'est pas une question intellectuelle. Tout le monde a ça en soi. Après, c'est plus ou moins facile. On peut le faire seul ou accompagné. Mais tout le monde a ce potentiel pour changer. C'est ça qui fait que je suis optimiste sur l'avenir de notre planète. Merci beaucoup, on finira par cette jolie phrase, j'ai même pas envie de dire autre chose. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir suivi ce live ou de nous écouter sur Spotify ou YouTube. Si vous pouvez vous abonner, mettre un like, un commentaire, noter même 5 étoiles sur Spotify, ça nous aide grandement. Si vous avez apprécié la thématique et l'intervention, vous pouvez également partager cet épisode-là. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. J'ai pas encore la thématique parce que j'hésite, mais vous en saurez beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Donc, suivez-nous également sur Instagram à Podcast ou Sexiste ou à Vanessa Coaching. Vanessa Santogne, vous me trouvez sur LinkedIn. Sur LinkedIn, voilà. Et à bientôt. À bientôt, bonne soirée.